L'Assemblée nationale, les discours, les débats, c'est super, mais c'est très long et il y a beaucoup de temps mort. Mais pas avec moi. Ici, je vous fais un condensé des meilleurs moments de l'Assemblée nationale, les meilleurs discours, les meilleurs débats, les meilleures prises de parole. Et je vous condense tout ça sans les temps morts. C'est tous les jeudis et tous les dimanches, donc n'oubliez pas de vous abonner. Installez-vous confortablement, c'est Premier parti. ministre, le racisme a encore frappé. Quand le poison de l'antisémitisme, de l'islamophobie se répand, c'est toute la République qui est attaquée. Ce samedi, le rabbin d'Orléans a été mordu, insulté, frappé devant son fils parce que juif. Je tiens à lui apporter tout notre soutien et à saluer les personnes qui se sont interposées pour le défendre. À cet instant, avec lui et contre l'agresseur, ils se sont hissés à la hauteur de nos principes républicains. C'est l'unité du peuple de France qui est en jeu et nous la défendons chaque fois que l'on porte atteinte à la dignité humaine. C'est le même effroi qui nous saisit quand Jamel Benjabala est assassiné, écrasé à 3 reprises sous les yeux de sa fille de 10 ans par un militant d'extrême droite qui le traitait de sale bougnoule. La République nous unit par sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Garantir l'unité du peuple exige que cesse la confusion. Il est intolérable que des Français, parce que juifs, puissent être tenus responsables de la politique génocidaire de Netanyahou à Gaza. Comme il est dangereux d'instrumentaliser la lutte nécessaire contre l'antisémitisme pour réduire au silence les voix de la paix comme une arme dirigée contre vos adversaires. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au pouvoir depuis 7 ans. Quels actes concrets ont été posés pour lutter contre toutes les formes de racisme? Car depuis des semaines, vous engluez notre pays. Submersion migratoire, chasse aux femmes portant le voile. Vous n'avez rien à dire, ni sur les saluts nazis et le jeu antisémite de l'UNI, ni sur les 15 députés RN dans des groupes Facebook qui appellent à tuer les personnes noires et arabes de ce pays. À présent, votre gouvernement assène ce que Marine Le Pen n'a même plus besoin de dire. À ce jeu-là, vous serez toujours perdant. Nous refusons qu'un prétendu choc de civilisation disloque la France. C'est pourquoi nous étions des centaines de milliers samedi dernier contre le racisme et contre l'extrême droite pour garantir et défendre ce dont nous avons résolument besoin, l'unité populaire. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la Présidente Panot, le début de votre question était à mes yeux excellent. On aurait tous pu la signer dans cette enceinte, le gouvernement et les parlementaires. En effet, vous avez à très juste titre dit que chaque fois qu'un juif était ciblé comme juif, chaque fois qu'un musulman est ciblé comme musulman, chaque fois qu'un chrétien est ciblé comme chrétien ou un athée ciblé pour son athéisme, chaque fois, c'est le pacte de valeurs qui nous unit, la République, dont les 3 mots comptent, mais dont le mot fraternité est le plus important, qui se trouve atteint, blessé et menacé dans son existence même. C'était parfaitement juste. Mais il se trouve que ces propos justes sont en contradiction avec un certain nombre d'attitudes, de propos, de publications d'affiches qui vont directement à l'inverse de ce que vous affirmez. Et la chose que je veux dire au nom du gouvernement, c'est que pour nous, il n'est pas question de laisser la moindre place venant de quelque banc que ce soit, de quelque fraction que ce soit et de quelque faction que ce soit pour prendre en cible des Français, des concitoyens, des femmes et des hommes qui vivent dans notre peuple et sur notre sol. Et c'est pourquoi nous sommes sans la moindre faiblesse, sans le moindre laxisme en face de ces attitudes. Et j'espère que la question que vous avez posée permettra désormais que dans vos rangs, il n'y ait pas les attitudes et les actes que vous avez signalés et soumis. La République, c'est notre raison d'être et nous ne laisserons personne la mettre en cause. Monsieur Bayrou, le PDG d'EDF, Luc Rémont, a été renvoyé sèchement.
Mais qu'est-ce que votre gouvernement peut bien lui reprocher, sinon appliquer en réalité la politique énergétique d'un certain Emmanuel Macron ? Alors que vous recyclez partout et tout le temps vos amis battus à toutes les élections avec pour seule compétence leur incompétence, voilà que vous sanctionnez des dirigeants qui ont le malheur d'appliquer vos propres décisions. Monsieur Luc Rémont est en fait le fusible de vos échecs patents et surtout de vos mensonges. Voilà que monsieur Rémont veut que EDF fasse le plus de bénéfices possible. Mais c'est vous, monsieur le Premier ministre, qui exigez des dividendes pour éponger vos déficits. Monsieur Rémont veut un plan de financement pour ces EPR que vous avez promis. Mais c'est vous qui êtes incapable de les assurer et les retards s'accumulent encore et toujours. Monsieur Rémont propose des contrats à nos industriels qui suppriment l'avantage compétitif du nucléaire. Mais c'est vous qui vous êtes soumis avec monsieur Attal et madame Borne aux règles européennes de tarification de l'électricité. Et c'est vous, surtout, qui avez menti aux Français aux élections en disant que vous les aviez réformés. Non, vous n'avez rien réformé, vous vous êtes soumis toujours à l'Allemagne. Vous voulez nommer monsieur Fontana, c'est très bien, c'est ce que le Rassemblement national avait proposé à monsieur le maire il y a 2 ans, vous progressez. Mais sans changement de politique, le talent de monsieur de Fontana sera gâché, comme tous les talents d'EDF. La mère de tous les mensonges, monsieur Bayrou, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie à 300 milliards d'euros que vous préparez dans le dos du Parlement et surtout des Français. Ma question est donc simple. Allez-vous respecter la loi? Oui, la loi, comme vous le demande Marine Le Pen, qui vous oblige à consulter le Parlement français sur la politique énergétique, ou assumez-vous encore un coup de force antidémocratique pour ruiner ce qu'il reste de politique énergétique française? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Tanguy, effectivement la programmation de l'énergie qui est en cours de concertation donne une place centrale au nucléaire qui est un pilier à la fois de la production, d'une production stable, d'une production qui assure notre indépendance énergétique et d'une production qui doit assurer aux Françaises et aux Français et à notre industrie dans la durée des prix compétitifs. J'ajoute d'ailleurs qu'à côté de la programmation nucléaire, nous avons aussi les énergies renouvelables. Nous sommes dans une trajectoire où nous visons une énergie totalement décarbonée en 2050. À cela s'ajoute toute notre politique industrielle, rapatrier l'industrie sur le territoire de notre pays, vise aussi à décarboner à la fois la production et les usages. Alors sur la question que vous posez sur la politique d'EDF. La politique d'EDF a été menée avec succès par Luc Rémont, auquel je veux rendre hommage devant vous, qui a assuré ces dernières années le rétablissement du niveau de production qui était affaibli et qui a remis en fonctionnement l'ensemble de nos centrales. Luc Rémont a aussi engagé une réorganisation en liaison avec l'État qui était tout à fait bienvenue. Son mandat s'achevant, nous avons considéré que pour une nouvelle phase qui consiste à relancer la négociation avec les industriels et à mettre en œuvre la construction de 6 EPR, celui qui était au cœur du système nucléaire, le patron de Framatome, Bernard Fontana, avait les qualités pour succéder à Luc Rémont. Et c'est pourquoi nous lui avons donné comme feuille de route de poursuivre la mission et de mettre en œuvre ce programme qui assure encore une fois une énergie stable, à bas prix pour notre économie. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, il n'y a pas d'énergie à bas coût. Vous avez doublé le prix de l'électricité depuis que vous êtes au pouvoir. Mais si vous ne consultez pas le Parlement, écoutez, nous aussi, nous allons vous rendre un hommage à la Luc Rémont en vous renvoyant. Monsieur le ministre, un drame s'est produit samedi à Orléans avec l'agression odieuse du rabbin Aryeh Engelberg devant son fils de 9 ans. Cet acte s'inscrit dans un contexte alarmant, l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays depuis les attentats du 7 octobre. En 2024, il y a eu 3 fois plus d'actes antisémites en France qu'en 2022. L'explosion de l'antisémitisme ne vient pas de nulle part. Elle est nourrie par un islamisme qui instrumentalise la cause palestinienne pour attiser la haine des Juifs. Et cela, mes chers collègues, avec la complicité d'élus présents sur nos bancs. Oui, la France insoumise porte une responsabilité directe dans la banalisation de l'antisémitisme dans notre pays. Oui, Madame la Présidente, rappelez-vous ce que Jean-Luc Mélenchon disait de vous. Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Il y a un mois, Louis Boyard présentait une liste municipale avec un candidat ouvertement pro-Hamas. Rima Hassan, députée européenne de la France insoumise,
juge légitime l'action du Hamas, alors que cette organisation terroriste a massacré des civils, des femmes et des enfants. Comble de l'indécence, la France insoumise a appelé à manifester ce week-end contre le racisme en publiant une affiche de Cyril Hanouna reprenant les pires codes anti-juifs des caricatures nazies. Honte à vous, collègues de la France insoumise. Honte à ceux qui mettent en jeu la sécurité de nos compatriotes de confession juive. Honte à ceux qui font le pari de la complaisance avec l'islamisme radical en vue d'obtenir une assurance vie électorale. Monsieur le ministre, face à cet antisémitisme qui menace, agresse et qui tue, quelles sanctions comptez-vous prendre? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tête, vous avez raison. Non seulement les actes antisémites sont très importants et ont même explosé depuis le 7 octobre et l'attaque ignoble des terroristes du Hamas en Israël. Grâce à l'action que les forces de l'ordre ont depuis le 7 octobre, nous arrivons à protéger nos compatriotes juifs, mais encore une fois, nous l'avons vu ce week-end, l'agression absolument ignoble devant son enfant du rabbin d'Orléans nous a tous choqués et mérite une nouvelle fois, comme vous l'avez fait, que tout le monde, absolument tout le monde, soit clair contre toute forme d'antisémitisme. Alors oui, monsieur le député, vous avez raison de dire que des discours politiques et des attitudes politiques mènent à l'atmosphère parfois du passage à l'acte, et nous le regrettons. Et il est vrai que certains dirigeants de la France insoumise ont de l'ambiguïté, ont un problème avec l'antisémitisme. Et je ne suis pas seul à dire, je cite le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Faure, « Personne n'ignore ce qu'est l'antisémitisme, à commencer par M. Mélenchon qui en connaît parfaitement les codes et l'iconographie. Madame Autain, députée sur ces bancs, qui connaît bien, je crois, la France insoumise, à propos de l'affiche pour laquelle M. Hanouna a obtenu justice, et je m'en félicite devant les tribunaux. C'est grave, c'est profond, c'est irresponsable. C'est un dérapage, une erreur manifeste. Jean-Luc Mélenchon ne me paraît pas à la hauteur du moment. La Ligue des droits de l'homme elle-même, pourtant parfois, et on le sait en discussion avec tous les partis politiques et notamment les plus à gauche de l'hémicycle, lorsque LFI ne semble pas en reconnaître le fait et la nature, évidemment, de notre communication antisémite évoquée plus tôt, cela nous interroge sur sa compréhension, sur sa volonté d'y remédier. Oui, nous attendons de la France insoumise qu'il démontre qu'il est dans le champ républicain et qu'il condamne tous les actes qui touchent les Juifs de France et les Juifs du monde. 100 jours sans rien. 100 jours que vous êtes en place et 100 jours qu'il ne se passe rien. 100 jours que vous commentez, promettez, écrivez comme la lettre que vous avez adressée à Marine Le Pen et qui contient vos objectifs qui sont plutôt de vagues incantations. Vous promettez une énième conférence nationale qui nous rappelle amèrement l'inutilité du grand débat. Vous évoquez un débat large et ouvert avec pour thème « Qu'est-ce qu'être français ?» En bref, vous rendez visible le néant de votre politique gouvernementale. Dans votre lettre, vous vous félicitez de la stabilité du pays, qui est en réalité de l'immobilisme, de l'inertie ou une forme d'incompétence, voire peut-être même de lâcheté, qui est à la source de tout ce que les Français subissent au quotidien. Explosion du coût de la vie, déperdition du pouvoir d'achat, accumulation des inégalités sociales, capitulation de votre conclave sur les retraites, disparition des services publics, dégradation de la compétitivité des entreprises, soumission à l'Union européenne, évaporation de votre promesse sur la proportionnelle, submersion migratoire, expansion de l'insécurité, propagation de l'islamisme et ses corollaires, prolifération de l'antisémitisme et régression des droits des femmes. Monsieur le Premier ministre, je vous rappelle qu'il y a 11 millions de Français qui sont électeurs du Rassemblement national et que nous ne les trahirons pas. Par conséquent, est-ce qu'on ne devrait pas, pour reprendre votre expression, en responsabilité, vous censurer? Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Diaz, vous nous indiquez que vous êtes en désaccord avec à peu près tout ce que fait le gouvernement, tout en prétendant que le gouvernement ne fait rien, ce qui est un paradoxe que je veux souligner, mais je vais essayer néanmoins de vous répondre. Après avoir fait voter le budget et remis en mouvement l'action publique dans ce pays, le gouvernement a permis au Parlement d'examiner 100 textes en 100 jours, et 100 textes en 100 jours, il me semble que ce n'est pas une marque d'immobilisme. Ensuite, vous avez eu l'occasion, à travers ces textes, de travailler d'abord sur un bloc agricole pour tenir les promesses que nous avions prises devant le monde agricole suite à la crise qu'il a traversée l'année dernière.
Nous avons proposé également un bloc relatif aux collectivités locales pour qu'en matière financière, en matière urbanistique ou en matière électorale, les femmes et les hommes qui se préparent à être demain candidats aux élections municipales dans un an soient en capacité de connaître les règles qui seront les leurs. Nous avons proposé également des avancées en matière de régalien avec la justice des mineurs et avec le texte sur le narcotrafic que l'Assemblée nationale s'apprête à achever en examen. Viendront ensuite un grand texte sur la simplification, ensuite les 2 textes sur la fin de vie et enfin un texte sur l'emploi des seniors qui devrait coïncider avec les conclusions que rendront les partenaires sociaux sur le conclave. Moi, je voudrais vous dire que, vous savez, ce n'est pas les menaces, même si nous n'ignorons rien des règles constitutionnelles qui font avancer, mais c'est la volonté du gouvernement et les engagements qui ont été pris devant le pays de le renforcer et devant les Français de les protéger qui nous permettra de continuer à travailler. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Oui, merci Madame la Présidente. C'était quand même un petit peu laborieux comme réponse, Monsieur le Ministre, et surtout vous avez répondu à côté. Et puis vous nous présentez un agenda un petit peu arnaqueur parce que vous nous dites que le gouvernement restituera ses travaux le 15 avril, tiens, en plein pendant la suspension parlementaire. En mai, on sait qu'il y aura les ponts. En juin, l'ordre du jour est déjà saturé. Et on entend même dire que par crainte d'une censure, vous refuseriez d'ouvrir une section extraordinaire durant l'été. Alors, Monsieur le Ministre, tout ça ne sent pas très bon et considérez qu'en matière de censure, vous êtes prévenu. Les salariés de la sidérurgie, les dockers, les élus locaux et tous les habitants du Dunkerquois sont inquiets. Inquiets de l'avenir d'un fleuron de notre économie, ArcelorMittal et son usine de sidérurgie. Ce sont plus de 10 000 emplois directs et indirects qui sont aujourd'hui menacés. En effet, quel avenir de cette activité alors que le groupe vient d'acter la mise sur pause de son projet de décarbonation et d'annoncer une délocalisation partielle de ses fonctions support? Ce projet titanesque de décarbonation est une immense opportunité que notre territoire ne doit pas manquer. Il représente un investissement de 1,8 milliard, dont 850 millions d'euros de soutien de l'État, et vise à construire la filière de l'acier vert de demain. Cependant, la sidérurgie européenne est en crise, avec un niveau de demande et de prix qui remettent en cause cet investissement. Nous ne voulons pas que nos usines ferment, faute de réaction politique rapide. Nous devons protéger l'acier français et européen. Je salue d'ailleurs l'investissement de Patrice Vérite, président de la communauté urbaine de Dunkerque, sur ce sujet. Mais pour décarboner notre acier, Monsieur le Premier ministre, il nous faut un prix de l'hydrogène adapté et une tarification de l'électricité soutenable. La concurrence internationale est là et vient directement menacer notre souveraineté industrielle. Nous devons y répondre. Monsieur le Premier ministre, sans décarbonation, il n'y a pas d'avenir pour la production d'acier en France. Aussi, quelle stratégie entendez-vous porter en matière de tarification de l'hydrogène et de l'électricité? Comment la France compte s'investir dans le plan d'urgence européen pour la sidérurgie, annoncé depuis plusieurs semaines, attendu par la filière et nécessaire au soutien des efforts de décarbonation? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Paul Christophe. Vous avez énoncé ce qui est, pour ainsi dire, une loi dans l'économie de la planète et pas depuis aujourd'hui, c'est que sans acier, pas d'industrie. Sans acier, pas d'automobile. Sans acier, pas d'industrie de défense. Et cette affirmation si profonde et si juste, vous savez qu'elle remue la planète tout entière aujourd'hui, avec d'un côté des aciers produits dans une démarche de dumping, c'est-à-dire d'effondrement des prix artificiels qui nous menacent, et de l'autre, l'annonce de droits de douane qui sont une atteinte insupportable à une concurrence équilibrée et juste. Qu'est-ce que le gouvernement a fait et va faire? Alors, vous l'avez indiqué de la manière la plus simple. 850 millions de subventions ont été accordées à ArcelorMittal précisément pour entrer dans la démarche d'un verdissement supplémentaire ou d'un verdissement efficace de la production d'acier. Mais la politique la plus importante, c'est la politique qui touche en effet, vous l'avez dit, à l'hydrogène d'un côté et au prix de l'électricité de l'autre, puisque les deux sont forcément liés. De ce point de vue-là,
je vous confirme que la certitude du gouvernement, c'est que nous devons produire de l'électricité en abondance et à des prix qui soient suffisants pour que notre appareil industriel puisse, de ce point de vue-là, assumer sa fonction et trouver son plein développement. Toutes les convictions du gouvernement sont dirigées dans ce sens. Vous savez que nous avons lancé ou relancé la grande politique de construction de centrales de production d'électricité nucléaire. C'est pour nous un critère essentiel, livraison à l'heure et dans les coûts que nous souhaitons. Et de ce point de vue-là, les prix de l'électricité sont évidemment une donnée absolument essentielle. On le dit sur tous les bancs et on a raison de le dire. Et comme vous le savez, des décisions récentes ont été prises qui permettent de faire entendre la volonté nationale exprimée par le gouvernement dans cette affaire de l'électricité et des prix de cette énergie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Duplessis pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Samedi dernier, le rabbin d'Orléans a été agressé en pleine rue, sous les yeux de son enfant, du seul fait qu'il était juif. Et je lui réitère tout mon soutien ainsi qu'à sa famille. Cet acte odieux intervient alors que les actes antisémites explosent, ainsi que les violences à caractère raciste ou antireligieux. Quelques semaines avant, à proximité d'Orléans toujours, c'est une mosquée qui était incendiée. Aucun citoyen ne devrait avoir peur de vivre sa foi, ni craindre des représailles à cause de son apparence ou de son appartenance réelle ou supposée à une communauté. La lutte contre l'antisémitisme est un sujet trop sérieux pour faire l'objet d'instrumentalisation politique. Et la désignation d'un bouc émissaire et les discours haineux n'y changeront rien. À Orléans, ville de Janzé, lâchement assassiné par les miliciens du régime de Vichy, nous le savons et le portons dans notre histoire et notre chair. Et j'en veux pour preuve, et comme signe d'espoir, ce sont des citoyens de toute confession qui ce samedi ont prêté assistance à Monsieur le rabbin. La lutte contre la haine et la violence, contre l'essentialisation, doit être menée par toutes et tous dans l'unité nationale et la fraternité. Profiter d'un drame pour servir un discours de division qui oppose nos concitoyens juifs et musulmans, comme l'a fait le ministre des Outre-mer, est scandaleux. Alors, Monsieur le Premier ministre, au-delà de la communication politique, qu'allez-vous concrètement entreprendre pour mettre au cœur de l'action gouvernementale la lutte contre l'antisémitisme et ses spécificités, la lutte contre tous les racismes, la défense de la liberté de culte et l'éducation à la tolérance et au vivre ensemble? Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, l'agression antisémite survenue à Orléans a choqué tous les Français par sa lâcheté. Un père attaqué devant son propre fils, par l'âge de son auteur, 16 ans, et par l'essentialisation dont vous avez parlé, nos compatriotes juifs qui sont ramenés à la situation qui se passe à 4000 km de là. L'antisémitisme depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 2 chiffres. 1570 actes antisémites en 2024. C'est une explosion et c'est un risque de réenracinement. 62% d'actes antireligieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population. Et 3 lettres, LFI. Honte à un parti et à Jean-Luc Mélenchon qui considère que l'antisémitisme est résiduel alors qu'il le ramène à un niveau structurel. Résiduel, l'antisémitisme dans notre pays, résiduel quand on consacre l'intégralité d'une campagne électorale à déverser sa haine d'Israël et à placer des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs. Résiduel, l'antisémitisme quand on choisit l'iconographie des années 30 pour ériger des affiches. Résiduel, l'antisémitisme quand on chasse les femmes juives de manifestations pour l'égalité et les droits des femmes. Alors bravo à vous, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise. Vous avez déjà le déshonneur et vous avez déjà la honte. Demain, vous aurez la défaite et vous serez ramenés au niveau que les Français voudront pour la France insoumise, un niveau qui, lui, doit être résiduel. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Monsieur... 7 secondes. Monsieur le député, il vous reste du temps, oui. Et pourtant, Madame la ministre, la Commission nationale consultative des droits de l'homme rappelle dans son rapport de 2024 que si l'antisémitisme existe malheureusement dans toute la société, il bat des records à droite et plus particulièrement à l'extrême droite. Et votre réponse n'est pas à la hauteur de la situation. Merci beaucoup. Madame la ministre. Quand on est républicain et quand on est universaliste, on combat dans le même mouvement l'antisémitisme et le racisme. On n'oppose pas le racisme à l'antisémitisme et on regarde des deux côtés d'où qu'ils viennent. Dénoncer les alliances, dénoncer l'antisémitisme partout où il existe. Ne placez plus les cibles dans le dos de nos compatriotes juifs. Il a dit « Est-ce que vous êtes juif ?» Puis il a craché. Nous sommes samedi après-midi, en plein après-midi, rue d'Illier, à Orléans. Le rabbin Aryeh Engelberg rentre de la synagogue. Devant son fils de 9 ans, il a insulté, frappé et mordu parce que juif. À Orléans, ville de Jeanne d'Arc, symbole de résistance face à l'injustice. À Orléans, ville calme et de concorde, un citoyen a été pris pour cible parce que juif. À Orléans, face à la haine, c'est la fraternité qui gagne. Je veux saluer les témoins qui, sans osciller, lui ont directement venu en aide. Mais ce n'est pas un fait isolé. 1570 actes antisémites ont été recensés l'an dernier, 4 par jour. Monsieur le ministre, le rabbin d'Orléans ne se demandait pas s'il allait être agressé, mais quand il allait être agressé. Nos concitoyens de confession juive vivent avec la peur et l'insécurité. L'âge de l'agresseur doit aussi nous interpeller. Mineur, il sera jugé en avril par le tribunal pour enfants. Notre proposition de loi sur la justice des mineurs n'a jamais été autant d'actualité. Mais si seulement il n'y avait que ça. Alors que certains, à l'extrême gauche de ces bancs, cultivent l'ambiguïté en prétextant le malentendu, utilisant des symboles antisémites encore la semaine dernière, alors que des candidats Rassemblement National, il n'y a pas si longtemps, investis aux législatives, tenaient des propos antisémites, voilà que notre rabbin à Orléans a été agressé. Quand enfin leur responsabilité, à eux aussi, sera mise en cause. Monsieur le ministre, la haine antisémite devient banale sur les réseaux sociaux et dans les manifestations soi-disant antiracistes. Ceux qui attisent la haine ne font que préparer le terrain pour passer des mots aux actes. Nos concitoyens ne veulent plus de marches, de nos condoléances, de nos fleurs, de nos discours. Ils veulent des actes. Monsieur le ministre, quelles mesures sont prises et vont être prises pour assurer la sécurité physique de nos concitoyens? Évidemment, 1000 fois raison. Le Premier ministre François Bayrou, moi-même hier, le Premier ministre avant-hier, nous avons appelé le rabbin d'Orléans pour lui dire notre soutien, le soutien évidemment du Premier ministre, de tout le gouvernement, mais bien au-delà, la solidarité de toute la nation française. Et aujourd'hui, dès ce soir, partira un télégramme à tous les préfets de France pour qu'ils puissent prendre la tâche de ces communautés, pour prendre des mesures nécessaires, pour notamment sécuriser les lieux de culte et autres. Aujourd'hui, vous l'avez indiqué, l'antisémitisme est de retour, massivement de retour. Les chiffres, Aurore Berger vient de les annoncer il y a quelques minutes. Malheureusement, le visage de l'antisémitisme en France, chez nous, aujourd'hui, il est double. Le premier de ces visages, c'est l'islamisme politique. L'islamisme politique qui est aujourd'hui ce que le fascisme, hier, était comme un catalyseur de la haine antisémite. Mais aussi l'autre visage, c'est le visage de l'antisémitisme, de l'extrême gauche, des insoumis qui, sous le prétexte de l'antisionisme, instrumentalisent notamment la cause palestinienne et attisent les relents de l'antisémitisme pour de pures raisons électoralistes. Voilà la vérité, voilà aujourd'hui la réalité. Quand on pense qu'il y a eu cette affiche qui a été retirée, mais qui s'est excusé pour cette affiche qui traçait, qui dessinait les traits de Cyril Hanouna en reprenant l'iconographie des années 30. Qui s'est excusé de cette affiche? Hier, un jeune de 15 ans a proféré en classe, dans un lycée, Paul-et-Loire, des propos antisémites. Le principal l'a appelé, il a retiré ses propos, il a menacé de mort le principal. Est-ce que vous pensez un seul instant que ce type d'affiche n'a aucune conséquence
Honte à ceux qui banalisent l'antisémitisme aujourd'hui en France. Je vous remercie. Monsieur le ministre, ce lundi, un adolescent de 17 ans est mort, poignardé, à la sortie d'un lycée à Hyères, dans un contexte de rivalité mortelle entre bandes d'adolescents. Les violences extrêmes commises par des mineurs forment désormais le quotidien d'un pays sous état de choc et nous rappellent la fragilité de la réponse pénale, qui n'effraie en rien cette jeunesse ultra-violente, prête à tuer pour un rien. Le 13 février dernier, grâce et seulement grâce aux voix du Bloc patriote, la proposition de Gabriel Attal sur la justice des mineurs était votée, se proposant notamment de supprimer le funeste mécanisme de la césure pénale dans les cas de violences aggravées. Un mécanisme pourtant instauré par un gouvernement dont M. Attal était membre. Mais hier, les sénateurs LR, membres du bloc central, ont pris le luxe de détricoter ce texte déjà insuffisant. Derrière le rapporteur Francis Spinner, pourtant soutien de Bruno Retailleau, ils ont refusé des mesures de fermeté de bon sens, indispensables à la sécurité des Français. La proposition Attal semble donc manifestement condamnée par les fractures du bloc central et par la profusion d'ambitions contradictoires qui s'y agitent. Fracture politicienne particulièrement indécente face à la gravité de la situation sécuritaire. Comme Émile Durkheim nous l'enseigne, la sanction n'a pas seulement une fonction punitive, mais aussi éducative et sociale. C'est pourquoi, en 2011, grâce à notre président Éric Ciotti, la loi a prévu un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Mais cette mesure demeure inappliquée par le choix délibéré des gouvernements successifs. Monsieur le garde des Sceaux, allez-vous réactiver ce dispositif et vous engager avec détermination sur la voie de la fermeté en osant mettre fin à l'excuse de minorité et à la folie de la césure pénale? Quelle est donc la ligne du gouvernement quant à la justice des mineurs? Le gouvernement en a-t-il seulement une? Et alors que les drames s'accumulent encore et encore, le gouvernement entend-il enfin sortir de sa torpeur? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez parfaitement raison. Une nouvelle fois, c'était hier, un enfant, un mineur de 17 ans subit les coups à la suite d'une rixe. Et la violence de ces mineurs doit absolument avoir une réponse ferme de la part de l'État. Et c'est pour ça que la proposition de loi déposée par Gabriel Attal et qui sera discutée cet après-midi au Sénat doit être non seulement maintenue dans ses écritures telles que l'a imaginé le président du groupe EPR, enrichi par les débats de notre Assemblée, mais j'espère encore davantage enrichi au Sénat. Nous avons ces discussions avec les sénateurs et je suis sûr qu'ils trouveront